Bonjour à tous, bienvenue dans cette tribune économique organisée par la GMF, 7e édition dans ce format audiovisuel. Je suis Céline Coulange et j'ai le plaisir d'animer les échanges qui vont suivre. Échanges qui consistent à vous informer sur les thématiques patrimoniales et à vous apporter des solutions pour protéger au mieux votre famille et votre patrimoine. Alors sachez qu'aujourd'hui, la moyenne d'âge des héritiers est de 52 ans et tend à converger vers 55 ans en 2040. À cet âge, à 55 ans, les héritiers sont en général bien installés dans leur vie, alors que leurs propres enfants ont encore tout à construire. Et c'est là que les grands-parents peuvent contribuer à l'épanouissement de leurs petits-enfants. Alors la question que l'on se pose aujourd'hui est comment gratifier ces petits-enfants, comment opérer ce saut de génération. Et pour en parler, je suis accompagnée de deux experts GMF, Maïté Lechat et Pascal Cerisier, tous deux ingénieurs patrimoniaux. Bonjour à tous les deux. Bonjour Céline. Bonjour à tous. Alors pour commencer, Pascal, qu'est-ce que gratifier signifie ? Dans le domaine juridique, gratifier, c'est se dessaisir d'un bien ou d'un droit au profit d'une autre personne. Là, on ne parle pas de vente parce que dans la vente, il y a une contrepartie, c'est le prix de cession, la plupart du temps, et qui correspond à la valeur vénale du bien ou du droit qui est transmis. Dans notre domaine, sauf exception que nous ne pourrons malheureusement pas développer aujourd'hui par manque de temps, eh bien ce dessaisissement se fait sans contrepartie. D'accord. Et alors, dans quelles circonstances ces gratifications sont-elles envisagées ? Alors, il y a deux circonstances principalement, c'est de son vivant, et dans ce cas-là, on parle de réaliser une donation. Et sinon, au moment de son décès, si des dispositions testamentaires ont été prises. Alors, on le voit bien, que ce soit l'une ou l'autre des situations, bien évidemment, ce n'est pas un acte anodin, cette transmission-là. Donc, elle se fait la plupart du temps à des personnes qui nous sont proches, ce qui est le cas souvent avec les enfants, voire avec les petits-enfants, bien sûr. Et oui, parce que Maïté, aujourd'hui, qui transmet en France ? Vous vous en doutez bien, majoritairement, c'est des parents qui transmettent à leurs enfants. Donc la transmission, la donation, on peut le faire à tout âge, mais il est plus judicieux de le faire quand on est établi, que l'on a constitué son patrimoine, financé ses projets et qu'on dispose de liquidités. Donc globalement, aujourd'hui en France, les transmissions se font surtout par des ménages qui ont au moins 70 ans. D'accord. Et alors aujourd'hui, pourquoi transmettre ? Pourquoi on donne, Pascal ? Alors, en fait, il y a plein de raisons pour le faire. Elles sont toutes légitimes, il n'y a pas de souci avec ça. Seulement, on constate en pratique que c'est souvent lié aux circonstances, à la situation en fait, et au projet du donataire. Alors pas seulement ça, mais essentiellement du donataire. Le donataire, c'est celui qui reçoit. Alors le donataire, c'est effectivement celui qui reçoit. Et ces circonstances-là, déjà, pour lui, c'est l'occasion, en fait, c'est un coup de pouce pour constituer son patrimoine. Et les moments clés, c'est souvent, par exemple, la création d'une entreprise, ou plus souvent, d'ailleurs, le premier achat immobilier, son premier appartement, sa première maison. Donc c'est très souvent le cas. Et pour les donataires les plus jeunes, qui ne sont pas encore à ce stade de la création d'entreprise ou de l'achat immobilier, eh bien, la question pour eux, c'est de savoir quel financement il y aura pour les études, le financement du permis de conduire, voire de la voiture, par exemple. La première voiture. Donc, voilà, ce sont quelques illustrations, mais qui donnent une idée, en fait, de l'éventail qu'il peut y avoir pour eux. Du bénéfice pour le donataire. Mais alors, pour le donateur, quel est le bénéfice ? Alors, pour le donateur, il y a souvent d'autres motivations, mais qui sont la plupart du temps complémentaires quand même à celles que l'on vient d'évoquer. Mais pour celles qui sont propres aux donateurs, eh bien, c'est souvent l'occasion pour eux de réorganiser un petit peu leur patrimoine, d'organiser la transmission future de ce patrimoine. Donc c'est aider bien sûr un descendant, mais c'est aussi transmettre un bien à l'un plutôt qu'à l'autre. Quand on parle aussi d'un bien de famille qui se transmet de génération en génération, c'est l'occasion aussi d'organiser les choses pour la génération suivante. D'organiser sa succession. Tout à fait. On est vraiment dans ce schéma-là. Mais comme les choses sont pensées à l'avance, eh bien, le jour J, eh bien, tout se passera d'une manière organisée, sereine, et en tout cas pour le bénéfice de tous, sans doute. Il y a aussi des raisons fiscales, non, quand même ? Oui, effectivement, la raison fiscale est une motivation importante, mais qui est très souvent complémentaire à celle que l'on vient de voir. En fait, elle est là parce que le système en France fait que on peut transmettre un bien ou un droit, qui soit en pleine propriété ou démembrement, peu importe, avec une franchise sans taxation, et qui s'appelle en fait l'abattement. Autrement dit, l'abattement, c'est le montant que l'on peut donner sans taxation. C'est quoi le montant de cet abattement ? Quand un parent donne à un enfant, l'abattement est de 100 000 €.
si c'est un grand-parent à un petit enfant, il est de 31 865 €. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que le système prévoit que tous les 15 ans, eh bien, les compteurs fiscaux sont remis à zéro. Donc on peut donner tous les 15 ans. Voilà. Donc plus on s'y prend tôt, plus on a l'occasion de redonner et d'utiliser plus, et ça sans taxation. Vous vouliez aussi rappeler peut-être quelque chose sur l'abattement ? Oui, tout à fait. Alors, pas tant sur l'abattement, mais la motivation fiscale en elle-même. C'est que, certes, la motivation fiscale est importante, mais elle ne doit pas être la seule motivation. Parce que si c'est la seule motivation, le risque, c'est d'organiser les choses uniquement par ce biais-là, parfois au détriment de l'organisation du patrimoine. Donc, ça peut être, il faut être attentif à ce point-là. Et oui, il faut avoir cette anticipation globale et cette vision générale. Alors, on l'a vu, la transmission parents-enfants est la plus courante. Qu'en est-il des transmissions grands-parents, petits-enfants ? Alors, en matière de succession, de transmission par succession, les petits-enfants, quand rien n'est fait, ne sont pas appelés à la succession de leurs grands-parents. Ils n'interviennent à la succession de leurs grands-parents que lorsque leurs propres parents sont prédécédés. Donc là, ils viennent en représentation, ils viennent en lieu et place de leurs parents à la succession du grand-parent. Si les grands-parents souhaitent transmettre quelque chose, un bien ou une somme d'argent à leur décès à leurs petits-enfants, dans ces cas-là, il faudra qu'ils fassent un testament en faveur du petit-enfant. Donc c'est pour ça que dans le cadre légal ne prévoit pas, du coup, les petits-enfants, sans testament, il ne se passe rien et les transmissions sont beaucoup moins nombreuses. Et comment on s'y prend pour rédiger un testament ? Alors, pour rédiger un testament, c'est assez simple. Dès lors que vous êtes majeur et capable juridiquement, vous pouvez rédiger seul votre testament. Ensuite, soit vous le conservez, soit vous le transmettez à votre notaire qui le conservera pour vous. Pour qu'il soit valide, il faut simplement qu'il soit entièrement rédigé à la main, qu'il soit daté et signé. Là, ça, c'est ce qu'on appelle le testament holographe, qui est tout à fait valable. Il y a un deuxième type de testament, c'est le testament authentique que vous allez rédiger chez votre notaire. Vous allez le dicter à votre notaire qui le rédigera devant témoin et qui ensuite le conservera. D'accord. Et en ce qui concerne les donations de son vivant, c'est possible aussi qu'un grand-parent donne à son petit-enfant ? Oui, bien sûr, tout à fait. Les grands-parents peuvent donner à leurs petits-enfants. Ils le font d'ailleurs de plus en plus, les donations au bénéfice des petits-enfants, mais les montants sont en moyenne plus faibles envers les petits-enfants. Ça s'explique par souvent différentes craintes aussi, ou un petit côté, certains facteurs psychologiques. On ne souhaite pas froisser les enfants, on ne veut pas non plus désavantager un enfant qui ne serait pas lui-même parent, et peut-être aussi, ça se fait peut-être aussi moins parce qu'on connaît peut-être moins les dispositifs envers les petits-enfants. Qui existent. Voilà. Donc j'imagine qu'il y a aussi des motivations qui permettent d'effectuer ces donations à ces petits-enfants ? Oui. Les motivations sont nombreuses aussi, puisque plus on avance en âge et plus on donne à des donataires qui eux-mêmes sont établis, ont constitué leur patrimoine. Aujourd'hui, statistiquement, une très grande majorité des donations se fait au profit de donataires qui ont 40 ans et plus. Ah oui. Seulement donc c'est plus le permis de conduire, là, on n'est plus dans cette... Non, là, seulement les donations à des donataires qui ont moins de 40 ans représentent que 20% des donations au global. Donc on s'adresse à des gens qui sont de plus en plus installés dans la vie, qui ont constitué leur propre patrimoine. Mais ces mêmes donataires, donc souvent les enfants, finalement n'ont pas nécessairement à chaque fois la capacité eux-mêmes d'aider leurs propres enfants comme ils le souhaitent. C'est là peut intervenir en tout cas les grands-parents pour donner le coup de pouce, les fameux coups de pouce comme disait Pascal tout à l'heure, le financement des études, du permis de conduire, voiture, etc. Et alors, quels sont les dispositifs particuliers qui permettent cette donation ? Alors, il existe effectivement des dispositifs particuliers, mais avant d'arriver sur eux, je veux juste rappeler que les règles du droit civil sur le sujet des transmissions, qu'elles soient des enfants, des parents vers les enfants, sont les mêmes en fait que celles des grands-parents pour les petits-enfants. On peut donner de la même manière, avec aussi les mêmes limites prévues par la loi, sachant que ces limites sont généralement en fait la réserve héréditaire des enfants, c'est-à-dire la part minimum à
laquelle ils peuvent prétendre dans un héritage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle cette réserve héréditaire et fonction du nombre d'enfants en présence. Et à côté de ça, nous avons la quotité disponible, qui, elle, peut être donnée librement à tout à chacun, et bien évidemment, en priorité aussi aux petits-enfants. D'accord, donc c'est cette quotité disponible que l'on peut finalement transmettre. Tout à fait. À qui on veut, en fait, à ses petits-enfants, mais quelqu'un d'autre aussi. Tout à fait. Alors ça, c'est effectivement la règle générale, mais il y a aussi donc, du dispositif particulier, donc pour transmettre, là, on le verra, éventuellement autre chose. C'est tout simplement un dispositif qui a été créé en 2006 et qui s'appelle la donation-partage transgénérationnelle. Et alors, ça consiste en quoi, cette donation-partage transgénérationnelle? Alors, cette donation-partage transgénérationnelle, c'est une possibilité offerte donc, par le Code civil de transmettre des grands-parents directement aux petits-enfants, mais en incluant dans la démarche les enfants, donc qui seront au courant de la situation. Au courant et d'accord. Bien évidemment, puisque en fait, en pratique, là, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce qui va être donné aux petits-enfants, c'est normalement ce que les enfants auraient reçu eux-mêmes par héritage. Donc c'est une sorte d'avance successorale, une avance sur succession, donc, qui est octroyée directement aux petits-enfants, et ceci avec l'accord de l'enfant. Donc on le voit, en fait, on a trois parties, les grands-parents, les enfants et les petits-enfants, dans une démarche qui est commune, donc totalement transparente pour tout le monde, et qui donc va aussi apporter, en plus d'organisation, ça va éviter tout conflit futur, puisqu'elle aura été acceptée par tous. C'est ce qu'on appelle ce fameux saut de génération, finalement. Ah oui, tout à fait, c'est exactement ça. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Alors, oui, parce que là, on est dans le domaine de la donation-partage. Donc, la donation-partage, c'est, comment dire, en fait, chaque donataire est allotti avec chacun reçoit un lot d'une valeur équivalente. Et lorsque le donateur va décéder, le plus tard possible, bien évidemment, on refera le bilan de son actif successoral et dans ce cadre-là, on regardera ce qui avait été fait en termes de donation. Et dans la donation-partage, lorsqu'on va refaire un peu les calculs pour voir si personne n'a été lésé au final, eh bien on va prendre la valeur de la donation au jour de la donation et non pas à sa valeur au jour de la succession. Ce qui en pratique peut y avoir des différences très importantes. Notamment dans l'immobilier par exemple. Tout à fait. Et donc grâce à ce système-là, qu'on appelle le gel, on appelle ce système-là le gel des valeurs, donc grâce à lui on n'a pas de surprise et donc en pratique c'est un vrai plus. Alors par rapport à ce que je viens de dire, on le voit bien, ce sont des choses qui ne s'improvisent pas. Donc, de toute façon, dès lors qu'on parle de donation-partage, il faut faire appel à son notaire, c'est impératif. Et alors, ça c'est une technique de donation, il en existe d'autres. Quelle est celle qui est la plus utilisée? Alors, la technique de donation la plus utilisée, c'est le don manuel. Donc, le don manuel, c'est la donation de la main à la main. Le plus souvent, c'est une somme d'argent, mais ça peut aussi être un objet de type un bijou de famille, une œuvre d'art, un véhicule aussi, une voiture. Donc ça, c'est les donations les plus réalisées, les techniques de donation les plus réalisées. On voit en moyenne, les donations chez les moins de 40 ans, elles sont en moyenne de 8 000 € environ. D'accord. Donc ça reste des montants assez modérés qui ne nécessitent pas nécessairement l'intervention du notaire. Donc il est possible de faire un don manuel déclaré à l'administration fiscale avec un imprimé CERFA dédié, donc l'imprimé numéro 2735. Et c'est ensuite au donataire, donc celui qui reçoit, qu'incombe la charge de le déclarer auprès de l'administration fiscale. De remplir ce papier et de l'envoyer. C'est ça, et de le faire valider par l'administration fiscale et aussi d'acquitter les droits s'il y en a à régler. C'est important de le rappeler. Aujourd'hui, maintenant, on peut faire un peu plus simple puisque sur impôt.gouv.fr, chacun sur son espace personnel peut le déclarer en ligne, donc c'est encore plus rapide. C'est assez simple à réaliser. La dernière chose, c'est qu'on parlait de petits-enfants, parfois les donataires sont mineurs, donc dans ces cas-là, ce sont bien les parents qui vont déclarer pour le compte de leurs enfants la donation reçue des grands-parents. Quoi qu'il arrive, il faut la déclarer. C'est ça. Peu importe la somme finalement. Voilà. Peu importe la valeur même du bien. Parce que quand il s'agit de sommes d'argent, moi j'ai entendu parler de don Sarkozy. Alors, la dénomination officielle, c'est le don familial de somme d'argent. On utilise ce dispositif-là donc, uniquement dans un cadre familial, c'est-à-dire qu'on peut donner aux enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc. Mais on reste donc dans un cadre familial.
envisager ce dispositif pour donner à un tiers, ce n'est pas envisageable en fait. On utilisera comme objet de la donation de la somme d'argent uniquement, et on aura aussi d'autres conditions à remplir, à savoir donc obligatoirement en pleine propriété cette transmission, et il y aura également des conditions d'âge, tant pour le donateur que pour le donataire. Concernant le donateur, il doit avoir moins de 80 ans, c'est-à-dire 79 ans maximum. Pour le donataire, il doit être majeur, éventuellement mineur émancipé. C'est quoi un mineur émancipé? Alors c'est un enfant qui a moins de 18 ans. Normalement, à moins de 18 ans, on n'a pas la capacité juridique. Mais pour certains mineurs, à partir de 16 ans, ils peuvent avoir certains droits et gérer également donc, leur patrimoine. Et donc, ils peuvent aussi recevoir une donation. Alors, sachant quand même que les cas sont peu fréquents, il faut aussi un certain formalisme pour être émancipé avec l'accord du juge des tutelles. Oui, c'est ça, c'est le juge qui qui dit si vous êtes émancipé qui va l'accepter ou pas. Alors donc, il nous faut effectivement remplir toutes ces conditions qui sont cumulatives et que, en fait, si on fait vraiment une donation en pleine propriété d'une somme d'argent, on conseillera en tout cas à nos clients d'utiliser cette transmission en priorité par rapport aux donations traditionnelles. Mais alors pourquoi ce dispositif-là ? Alors, pour deux raisons, tout simplement. La première, c'est que là, on est dans une stratégie de donation. Si on veut l'utiliser dans une stratégie successorale, ce n'est pas envisageable. Ça ne marchera pas. Donc, on est dans une donation, donc autant utiliser celui-ci parce que, deuxième point, c'est la raison fiscale. Là aussi, on a un abattement avant taxation. Et l'abattement est de 31 865 €. Donc, si les conditions d'âge sont remplies, qu'on parle d'une somme d'argent en pleine propriété, autant utiliser donc ce dispositif en priorité. Et si la somme d'argent est supérieure à l'abattement, il faut avoir en tête que ce dispositif est cumulable avec les donations traditionnelles. Donc, ce qui veut dire qu'on peut donner jusqu'à 2 fois 31 865 €, soit un petit peu plus de 63 000 € sans taxation. Maintenant que vous avez connaissance des solutions existantes pour donner à vos petits-enfants, vous vous demandez certainement combien donner. Eh bien, plutôt que de poser la question à Maïté et Pascal, j'aimerais interroger Fatma. Fatma Edouib est responsable des conseillers financiers GMF Vie en Ile-de-France. Bonjour Fatma. Bonjour Céline, bonjour à tous. Alors Fatma, comment définir ce montant sans pour autant se démunir ? Eh bien, Céline, je dirais qu'avant tout, chaque client et sa situation sont uniques et particuliers. Donc, s'attacher à la vie d'un professionnel est intéressant et même important si on veut conforter ses choix. Donc, en prenant rendez-vous avec votre conseiller financier, eh bien, celui-ci va prendre le temps de vous connaître en réalisant avec vous un bilan patrimonial complet pour vous apporter des solutions personnalisées. Car pour bien vous conseiller, il faut bien vous connaître. Ce bilan patrimonial va aussi lui permettre bien, de vous accompagner tout au long de votre vie et de vos projets. Donc, il va d'abord travailler avec vous à partir de vos objectifs patrimoniaux, en prenant en compte bien, votre environnement familial, votre situation juridique, fiscale et financière pour adapter ses préconisations. Donc, cette vision à 360 bien, de votre situation personnelle bien, va nous permettre de bien définir et bien poser les projets et vos besoins en les priorisant et en les chiffrant pour être le plus pertinent possible au moment où on va faire la donation. Donc, c'est bien ce diagnostic bien, qui va vous permettre de déterminer avec votre conseiller bien, quelles sommes vont pouvoir être mobilisables pour la donation sans remettre en question vos propres besoins présents ou futurs et donc sans vous démunir. En somme, donner en gardant la main. Donc, on va garder la main, mais si on veut en savoir plus, on s'adresse à qui ? Eh bien, pour vous assurer cet accompagnement personnalisé et de proximité, bien, le réseau de conseillers financiers GMF, c'est plus de 88 conseillers spécialisés qui sont à votre disposition pour vous rencontrer dans l'une de nos agences sur toute la France. Sur toute la France, effectivement, vous êtes présents partout. Merci Fatma. Maïté, ça semble assez simple, dit comme ça, mais est-ce qu'il existe des freins pour transmettre aux enfants, surtout les plus jeunes? Oui, il existe des freins. Alors, le premier frein, ou plutôt la première limite juridique, comme le disait Pascal tout à l'heure, c'est la quotité disponible. Quand on veut donner, alors même à un mineur, que ce soit un mineur ou un majeur, on donne au petit enfant, il faut faire attention à cette quotité disponible. On ne doit pas, entre guillemets, bafouer le droit des héritiers réservataires que sont les enfants.
Donc c'est le premier frein. Et ensuite, il y a d'autres freins qui sont plus, on va dire, psychologiques ou affectifs, qui entrent en ligne de compte dans la réflexion de donner ou pas, puisque quand il s'agit effectivement d'enfants mineurs, de donner à des mineurs, ils n'auront pas nécessairement la capacité à accepter la donation, ni la capacité à gérer le bien donné ou la somme donnée derrière. Et dans ces cas-là, qui est-ce qui peut agir? Alors, dans ces cas-là, ce sont les deux parents qui sont les représentants légaux, donc le père et la mère qui agiront, qui accepteront la donation et qui ensuite géreront la somme donnée. Malgré tout, chez les grands-parents, il peut subsister encore des craintes, des questions du type comment cela va se passer si on considère que les parents n'ont pas les compétences pour gérer ce bien ou cette somme. Comment ça va se passer aussi si jamais les parents se séparent ou sont séparés et ne s'entendent plus et n'ont plus de contact, même dans l'intérêt des enfants. Ou encore, parfois, des craintes... liées au manque de confiance aussi, parce que la confiance, c'est quelque fait. chose qui est impalpable. Donc des craintes liées vraiment à la confiance envers un des parents de l'enfant, pourquoi pas. C'est des choses qu'on peut aussi rencontrer. Il existe d'autres freins, non? Alors, on a d'autres, limites, on va dire, juridiques et même fiscales. Quand on donne, on se dessaisit, c'est irrévocable, on ne revient pas dessus. Donc, même si le donataire ne fait pas l'utilisation... comme on voudrait. Oui, voilà, n'en fait pas l'utilisation qu'on souhaite, qui nous plaît, on ne peut pas lui reprendre à n'importe quel moment. C'est pas possible. Donner, c'est donner. C'est donner, c'est tout à fait ça. Donc, ça, c'est un frein. Il y a d'autres freins, puisque la donation, c'est quand même quelque chose de très encadré. Et si on veut donner, par exemple, un bien immobilier, que ce soit en pleine propriété ou en démembrement, on doit nécessairement passer par un acte authentique. Donc, c'est une donation chez le notaire. Donc là, on ne pourra pas faire le don manuel, une donation simplement avec un imprimé fiscal. Là encore, c'est pas possible. La dernière limite, c'est une limite bien souvent fiscale, je dirais, parce que quand on donne, quand les grands-parents veulent donner, ce qu'ils veulent faire bien souvent, c'est optimiser leur transmission. Et optimiser cette transmission, optimiser cette donation, c'est donner, mais sans générer de droits de mutation importants ou sans en générer du tout. Ouais. Et de ce fait-là, on se limite bien souvent en matière de donation au montant des abattements fiscaux. Et il existe aussi d'autres solutions. Pascal. Oui, tout à fait. Il existe des solutions, alors avec néanmoins une contrainte et un impératif. La contrainte, en fait, dès lors qu'on donne à un petit enfant mineur, c'est que il doit être, pour que la donation soit valable, elle doit être acceptée. Et comme il n'a pas la capacité juridique, elle doit être acceptée par ses représentants légaux. Ce qui peut parfois être un peu en contradiction avec les freins qui ont été évoqués par Maïté. Mais donc, c'est une contrainte de toute façon que l'on ne peut pas contourner. L'impératif, c'est que les solutions qu'on va développer tout à l'heure, eh bien, ces solutions-là doivent être envisagées dès le départ. C'est-à-dire qu'au moment de la donation, si on veut apporter une solution ou une condition, peu importe le mot, eh bien, elles doivent être prévues au moment de la donation. Absolument pas plus tard, ce ne sera pas possible. Une fois que c'est signé, c'est signé. Tout à fait. Faut que tout soit prévu. Et on ne peut pas revenir en arrière. Voilà, tout doit être prévu au même moment, au moment de la donation. Et alors, quelles sont ces solutions? Alors, ces solutions-là, donc, qui sont souvent liées à, on va dire, la maturité de l'enfant, alors son âge, sa maturité, parce que c'est vrai qu'à 18 ans, on devient, on acquiert, voilà, on est majeur, on acquiert la capacité juridique, on est adulte et responsable. Même si en pratique, voilà, ce n'est pas toujours aussi évident. Et du coup, dans l'intérêt même du petit enfant, parfois, il peut être judicieux de prévoir ce qu'on appelle une clause d'indisponibilité. C'est-à-dire que à ses 18 ans, l'enfant n'aura pas forcément la pleine liberté sur le bien, notamment si c'est une somme d'argent, il ne pourra pas en disposer comme il le souhaite. Il devra attendre l'âge de 19 ans, 20 ans, voire un petit peu plus. Et cette clause d'indisponibilité pourra prévoir qu'il n'aura pas accès à l'argent avant ses 25 ans. Les 25 ans, en fait, correspondant à l'âge maximum dans lequel on fait partie du foyer fiscal, en fait. Et ça s'anticipe et ça se prévoit dès la réalisation du contrat. Dès la réalisation du contrat, bien évidemment.
Il existe autre chose ? Alors, il existe d'autres choses parce qu'en fait, tout simplement, la clause d'indisponibilité fait le lien aussi avec la gestion du bien. Parce que si l'enfant n'y a pas accès à 18 ans, mais un petit peu plus tard, pour autant, le bien, quel qu'il soit, doit pouvoir continuer à être géré. Oui. Et donc, d'une manière générale, ce sont les représentants légaux, là aussi, qui prennent le relais, en fait. Souvent qui continuent d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. Et alors, que se passe-t-il dans le cas où le donataire prédécède ? Alors, il y a une solution aussi pour ces situations dramatiques. On envisage là la situation où l'enfant, le petit enfant, décéderait lui-même sans avoir eu de descendance. Donc, légalement, dans un cas de figure comme celui-ci, son héritage se transmet à ses propres parents, éventuellement à ses frères et sœurs, s'il en a. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément souhaité par le donateur. Donc on va pouvoir prévoir toujours au moment de la donation la faculté pour le donateur de récupérer le bien en cas de prédécès du donataire. Cette mécanique-là, elle se met en place via ce que l'on appelle une clause de retour. La clause de retour, très clair. Je vous propose maintenant de retrouver Fadma qui va nous présenter les solutions GMF Vie. Eh bien, si lors du rendez-vous et à l'issue du bilan patrimonial, vous déterminez que vous choisissez de donner ces sommes directement à vos petits-enfants pour les aider à financer et à préparer leurs projets futurs, eh bien, vous pouvez tout à fait le faire en utilisant l'avantage donation du contrat d'assurance vie Multéo de la GMF. Donc en mettant en place les contrats à leur nom et en déposant les sommes que vous leur donnez, eh bien, ils bénéficieront à leur tour de la fiscalité attractive de l'assurance vie, mais également de la qualité de gestion de GMF qui a obtenu le trophée d'or Le Revenu pour son contrat Multéo. De plus, si vous souhaitez sécuriser cette opération de donation et par là même protéger les intérêts de vos petits-enfants, eh bien, grâce à la rédaction du pacte adjoint, vous pouvez mettre en place la clause de blocage des fonds et choisir la date à laquelle votre petit enfant pourra disposer des fonds, et cela peut aller jusqu'à ses 25 ans. Grâce à cette solution, eh bien, vous allez pouvoir concilier les avantages de l'assurance vie et la donation en utilisant les différentes dispositions fiscales que viennent de vous exposer Maïté et Pascal. Bien entendu, votre conseiller financier va vous accompagner pour réaliser l'ensemble de ces démarches. Merci Fadma. Alors Maïté, on a vu jusqu'à présent ce qu'il était possible de faire comme transmission de son vivant. Qu'en est-il pour la succession à l'heure de notre décès ? Alors, lors du décès du grand-parent, il est tout à fait possible de transmettre ou de prévoir de transmettre une somme d'argent ou un bien à son petit-enfant. Et cela se fait de deux façons différentes. Il est possible de faire un testament, on en a parlé tout à l'heure, de faire un testament de façon à ce que le petit enfant ait la qualité d'héritier et qu'on puisse lui donner un bien, ou plusieurs biens d'ailleurs, qu'il reçoive par legs. Il est aussi possible de transmettre une somme d'argent à son petit enfant via un contrat d'assurance vie. On peut très bien souscrire un contrat d'assurance vie qui sera dédié à la transmission des capitaux aux petits-enfants. Il permet de transmettre que des capitaux. Hein. L'assurance vie, ce sont... Uniquement des sommes d'argent. L'enfant reçoit que des sommes d'argent. L'enfant, le petit-enfant. Le petit-enfant. S'il est bénéficiaire, c'est ça ? C'est ça. Là, dans ce cas-là, le contrat d'assurance vie, même s'il permet de revaloriser, de faire fructifier un montant d'épargne, il est quand même c'est un outil central dans la transmission de patrimoine, puisque c'est un contrat qui dispose d'une clause bénéficiaire. Donc, on rédige cette clause bénéficiaire en fonction des personnes que l'on souhaite gratifier. Et au jour de notre décès, en cas de décès, les capitaux qui seront sur le contrat d'assurance vie seront transmis aux personnes désignées dans la clause bénéficiaire. Donc c'est très important d'avoir une clause rédigée en fonction de sa volonté quand on a souscrit le contrat. Et du coup, si on souhaite transmettre aux petits-enfants, on leur dédie un contrat et on rédige la clause en leur faveur. En les désignant. Et là aussi, si c'est signé, c'est signé, on ne peut pas changer d'avis ? Non, pas du tout. Là, vous pouvez tout à fait changer, quand vous le souhaitez, la rédaction de votre clause bénéficiaire. Si vous ne souhaitez plus transmettre à un petit enfant et que vous avez changé
changer d'avis, vous pouvez simplement retourner voir votre conseiller, modifier la rédaction de la clause bénéficiaire. Ça se fait à tout moment et sans frais. En un rendez-vous. C'est ça. D'accord. Et alors, parmi ces deux solutions, le testament et l'assurance vie, laquelle est la plus avantageuse ? Alors, d'un point de vue fiscal, quand on souhaite transmettre une somme d'argent, alors là, sans conteste, le contrat d'assurance vie sera le plus, on va dire, aura la fiscalité la plus allégée. Puisque quand vous transmettez un bien ou une somme d'argent par testament, donc le legs reçu par le petit enfant disposera d'un abattement de 1 594 €. Puis, ça donnera lieu à une taxation. C'est un barème qui est un barème progressif. Donc, dans la plupart des cas, on a une taxation à 20% de ce legs. En matière de contrat d'assurance vie, quand le petit enfant est bénéficiaire des capitaux sur le contrat d'assurance vie, il va bénéficier d'un abattement de 152 500 €. Et ensuite, viendra s'appliquer une taxation forfaitaire, là encore de 20%. Mais vous voyez que du fait des abattements, assurance vie, 152 500 € versus les 1 594, c'est très précis. C'est ça. Du coup, l'assurance vie a toute sa place et sans conteste le plus avantageux. Et ce que j'entends aussi, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. Tout à fait. Vous pouvez faire les deux. Vous pouvez complètement cumuler les deux, c'est ça. Comme ça, au moins, on sécurise vous pouvez transmettre par testament, et notamment s'il s'agit d'un bien, puisque le contrat d'assurance vie, lui, sera dédié à une somme d'argent, et transmettre plutôt des capitaux via le contrat d'assurance vie, tout à fait. D'accord. Et alors, ce que je vois aussi, c'est que 152 500 €, c'est dans le cas où on a fait les versements sur son compte assurance vie avant 70 ans. Que se passe-t-il si on fait ces versements après ? Eh bien, si on fait les versements après, pour ces opérations-là et les suivantes, eh bien, les 152 500 € par bénéficiaire n'existent plus. C'est remplacé par un abattement de 30 500 € et qui, lui, est global pour l'ensemble des bénéficiaires s'il y a plusieurs bénéficiaires. Une fois que l'abattement est appliqué, eh bien, les sommes qui vont au-delà, elles seront taxées aux droits des successions, enfin celles qu'on retrouve sur les droits de succession. Donc, en l'occurrence, par rapport à notre thématique, nous serons sur le barème progressif en ligne directe. Alors, ayant dit cela, c'est vrai que de prime abord, ça semble moins intéressant que la fiscalité évoquée par Maïté, mais il ne faut pas oublier déjà, alors 30 500, ça reste mieux que les 1 594 €. C'est sûr. Déjà. Et surtout, en fait, c'est l'assiette de taxation, puisque pour tout ce qui concerne les opérations faites à côté du 70e anniversaire, l'assiette de taxation, ce seront uniquement les primes qui auront été versées. Et uniquement les primes, donc pas les produits constatés. Les produits constatés, en fait, ce sont les intérêts sur le support euro ou les plus-values sur les unités de compte. Et ces sommes-là, ces produits-là, eux, vont être complètement exonérés. Donc, en fonction de la stratégie d'investissement, les unités de compte retenues, l'espérance de vie aussi qui s'allonge, eh bien, au bout du compte, la part exonérée peut représenter une part vraiment importante des capitaux transmis. Fatma, si je m'adresse à mon conseiller, que va-t-il me dire par rapport à tout ça ? Eh bien, toujours dans le cadre de cette étude et ce bilan patrimonial, eh bien, si vous constatez que la donation de votre vivant n'est pas suffisante ou bien que vous souhaitez gratifier un peu plus vos petits-enfants, eh bien, vous pouvez tout à fait leur transmettre des fonds en utilisant un contrat d'assurance vie, cette fois-ci à votre nom. C'est une excellente alternative, c'est une solution alternative ou complémentaire à la donation, puisqu'elle vous permet de transmettre des fonds tout en gardant la disponibilité de l'épargne au cas où vous en auriez besoin. Donc votre conseiller financier va s'appuyer sur le bilan patrimonial pour ajuster et aménager la clause bénéficiaire en y intégrant vos petits-enfants et en maximisant tous les abattements que viennent de vous donner Pascal et Maïté. Eh bien, pour aller plus loin, eh bien, votre conseiller pourra vous aider à anticiper davantage en mettant en place des contrats d'assurance vie au nom de vos petits-enfants. Cette fois-ci, pour prendre date, pour que le jour où vous ne serez plus là, eh bien, ils puissent recevoir ces sommes dans les meilleures conditions fiscales. Donc, n'hésitez pas dès à présent à prendre rendez-vous avec votre conseiller financier pour étudier les solutions les plus adaptées. Nous n'y manquerons pas. Merci Fatma. Maïté, en synthèse, quel dispositif conseilleriez-vous
Alors déjà, tout d'abord, moi je pense que c'est une question d'opportunité et de disponibilité. Quand tout est réuni, que toutes les conditions sont réunies, vous avez les disponibilités et les personnes en présence sont favorables, vous pouvez très largement recourir à la donation. Parce que d'un point de vue fiscal, on le disait tout à l'heure, c'est plus efficace, les abattements sont plus importants en matière de donation aux petits-enfants. On rappelle les 31 865 € précisément. En donation, alors que par testament, quand vous faites un testament aux petits-enfants, vous êtes sur 1 594 €. Donc c'est plus efficace la donation que le testament de son vivant. Par contre, si vous n'avez pas les possibilités, les capacités tout de suite et que vous préférez transmettre en différé, là, sans conteste, on se tourne vers le contrat d'assurance vie, en ce qui concerne les sommes d'argent, bien sûr. Le contrat d'assurance vie sera beaucoup plus avantageux fiscalement. Néanmoins, quand vous avez les possibilités, les capacités financières, vous pouvez très bien cumuler les deux, faire la donation et aussi transmettre via le contrat d'assurance vie. Pascal, un dernier mot ? Pas d'hésitation, prenez rendez-vous avec votre conseiller financier. Eh bien, c'est sur ces mots que cette conférence se termine. Merci à tous pour votre participation. Merci à Fatma, Maïté et Pascal pour leur éclairage très instructif. Merci aussi à Candilène et Sabrina qui sont en régie et qui nous ont aidés à préparer cette émission. Vous l'avez compris, n'hésitez pas à contacter votre conseiller GAMF et surtout, prenez soin de vous et de votre patrimoine.